Une mini-tornade s'abat en pleine nuit sur la région de Saint-Omer-Capelle dans le Pas-de-Calais. 5 personnes sont blessées, 230 maisons endommagées, dont certaines complètement détruites. La journée de Lionel Jospin à Matignon, réunion du gouvernement le matin, des syndicats l'après-midi avec pour seul ordre du jour le dossier des chômeurs. Comment vivent ces chômeurs engagés dans ce mouvement? Ce sera l'objet de notre enquête dans ce journal avec le reportage d'Olivier Caroff et Yann Jiquel à Asnières. Claude Allègre consulte les élèves et les professeurs sur la réforme du lycée. Il s'agit de modifier les programmes et les filières. Un colloque national est prévu en avril. Et puis une découverte sur les allergies des enfants. La nourriture peut être tout simplement à l'origine de certains troubles. Tout dépend donc du régime alimentaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Le mouvement des chômeurs domine à nouveau l'actualité politique aujourd'hui en France avec une journée très chargée pour Lionel Jospin à Matignon qui a reçu tour à tour les organisations syndicales et qui reçoit ce soir l'ensemble des associations engagées dans le mouvement. Faisons d'abord le point sur ces entrevues avec Laurent Bailly et Régis Mettet. Devant les caméras et sous les flashs, les sourires sont de rigueur, mais le Premier ministre a voulu donner un ton solennel aux rencontres de cet après-midi. Tour à tour, les leaders des grands syndicats et des représentants du patronat se sont succédés dans son bureau. Au menu des discussions, la lutte contre le chômage et les moyens à mettre en œuvre pour apaiser l'actuel mouvement des sans-emploi. Des chômeurs que Matignon recevra aussi dans l'heure qui vient, c'est une première et ça fait bondir. Marc Blondel. Je veux simplement essayer de mettre en garde tous ceux qui pourraient un jour avoir comme espérance d'opposer ceux qui n'ont pas de travail à ceux qui ont du travail. En tout cas, il n'y aura pas ce soir au chômage de réponse spectaculaire. Mais Lionel Jospin va annoncer demain plusieurs décisions dans la mesure de ses moyens. Le Premier ministre a simplement beaucoup insisté pour que les mesures qu'il allait annoncer restent compatibles et dans le cadre des orientations de la politique économique et monétaire qui est celle de ce gouvernement. Peut-être est-ce un peu la quadrature du cercle d'ailleurs. Ce que nous lui recommandons, c'est que le financement de ces dispositions se fasse par redéploiement de crédits, donc par d'autres mesures d'économie, afin que le coût ne pèse pas d'une manière exagérée sur la croissance et l'emploi. Tous les syndicats déplorent que la marge de manœuvre soit aussi limitée. La CGT, elle, en rend responsable les employeurs. Compte tenu de l'énorme responsabilité que porte le patronat dans cette situation, la CGT est bien décidée à continuer ses initiatives d'action, car les problèmes restent toujours à régler. Même si le Premier ministre faisait un geste demain sur les minimums sociaux ou la pré-retraite, cela ne suffirait peut-être pas à apaiser les associations de chômeurs qui, pour la première fois ce soir, foulent le pavé de Matignon. Je vous le disais, ces réunions se poursuivent ce soir. Ce n'est que demain que Lionel Jospin fera connaître les mesures envisagées par le gouvernement. Quelle peut être sa marge de manœuvre? Autrement dit, quelle est la responsabilité de l'UNEDIC, celle de l'État? Quels sont les différents statuts et les différentes prestations dont bénéficient les travailleurs privés d'emploi? Jean-Paul Chapelle. L'UNEDIC indemnise aujourd'hui 1 755 000 chômeurs, soit à peu près la moitié des demandeurs d'emploi inscrits à la NPE. Celui qui perd son emploi perçoit dans un premier temps l'allocation à temps plein, en moyenne 57% du précédent salaire brut, pendant 4 à 27 mois selon la durée de cotisation. Ensuite, le chômeur touche une allocation unique dégressive, elle diminue de 17% tous les 6 mois. En bout de course, le chômeur se retrouve en fin de droit. Il n'est plus pris en charge par l'UNEDIC, mais par l'État qui finance les minima sociaux, notamment l'allocation de solidarité spécifique. 2 300 francs par mois en moyenne, près de 500 000 chômeurs la reçoivent. Pour y avoir droit, il faut avoir cotisé pendant au moins 5 ans. Les autres peuvent bénéficier du revenu minimum d'insertion. Ce RMI perçu par 1 million d'allocataires peut atteindre 2 429 francs par mois, le maximum pour une personne seule, 3 644 francs pour un couple, des minima sociaux qui restent inférieurs au seuil de pauvreté défini en Europe. Et pendant ce temps, sur le terrain, les occupations se poursuivent, occupations et évacuations au fil des heures, comme ce fut le cas cet après-midi aux acédiques de Lille ou à celle du Val-de-Marne, évacuées par les forces de l'ordre. À Marseille, une délégation de chômeurs a été reçue au siège patronal des Bouches-du-Rhône. Une trentaine de manifestants entendaient réclamer une contribution du patronat qui détient la moitié des sièges au conseil d'administration de l'UNEDIC.
Ailleurs, comme dans les locaux de la DAS à Paris, à la trésorerie générale de Besançon ou encore à la mairie de Lyon, les comités de chômeurs multiplient les opérations de coups de poing. Olivier Caroff et Yann Gickel ont suivi le comité d'Anières qui navigue depuis 3 jours entre l'occupation des caisses des ACEDIC et celle des locaux de la NPE. Entre les forces de l'ordre et les chômeurs mécontents des Hauts-de-Seine, c'est presque le jeu du chat et de la souris, et ça fait 4 jours que ça dure. Depuis lundi, ils sont une trentaine. Leur première action, l'occupation de cette antenne ACEDIC. Qui veut rester ce soir? Il y a du monde, on est combien? 1, 2, 3, Une dizaine de chômeurs, des militants de 4 associations différentes et 2 meneurs. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Est-ce qu'on a obtenu quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas obtenu quelque chose? Ancienne maquettiste à l'Humanité et sans emploi depuis 5 ans, Muriel milite activement dans la section chômeurs de la CGT depuis les grèves de 95. Robert, lui, a fait partie des fondateurs d'Agir contre le chômage, une association qu'il a quittée depuis. Une nuit blanche et quelques litres de café plus tard, c'est toujours lui qui prépare la manifestation de l'après-midi devant le siège de l'UNEDIC. Faites cette nuit, pendant l'occupation. Tous les mouvements nationaux qui s'occupent du chômage sont représentés dans cette ACEDIC. Et ça se passe de façon fantastique. C'est-à-dire? Il y a une entente entre nous, au bout de 2 jours on se comprend à demi-mot, on s'est partagé les tâches sans avoir à faire des tractations. On met 5 minutes à rédiger des tracts communs. En attendant la libération des lieux, la direction des ACEDIC a fait fermer les guichets. Pour Muriel, pas question de laisser les autres chômeurs dehors. Elle prend la place du fonctionnaire. La popularité du mouvement dépend. Ça ne peut pas être un fait de paille parce que les chômeurs, on n'a rien à perdre. Une grève dans une entreprise, en effet, les salariés peuvent être tenus par le fait qu'il y a après des retenues sur leur salaire, etc. Mais nous, qu'est-ce qui nous retient? Rien. Et ils vont le prouver aux autorités du département le plus riche de France, qui espéraient peut-être qu'après la manifestation, il y aurait un petit répit et une grande lassitude. Tôt ce matin, quelque part dans la ville, Robert décroche à nouveau son téléphone. Donc on a réoccupé, en fait on a changé de lieu. On est à la NPE Gennevilliers, je ne sais pas si tu as l'adresse exacte, mais je te la rappelle. La directrice de la NPE est débordée. Les élus locaux, eux, se sont empressés de montrer leur solidarité avec ces chômeurs. Nous ne sommes porteurs que de votre voix. Si le mouvement social est fort, nos voix portent. Si le mouvement social n'est pas fort, nos voix ne portent pas. Je pense qu'il leur a mis la pression. Je pense qu'il y a, et à la limite, tant mieux pour nous, des échéances électorales, et que il faut qu'on en profite, nous aussi. Ils en profitent, on en profite. C'est le jeu. Mais en attendant d'en profiter, c'est l'état de siège à la NPE, où les chômeurs des Hauts-de-Seine ont décidé de passer la nuit. Et la question des chômeurs était bien sûr au centre de la réunion de ce matin à Matignon. Lionel Jospin y réunissait l'ensemble de son gouvernement avec un mot d'ordre, collégialité et solidarité au sein de l'équipe. Françoise David et Jacques Grégor. C'est devenu une habitude. À l'hôtel Matignon, un jeudi sur 2, c'est le défilé des voitures ministérielles, séminaire gouvernemental oblige. Mais il y a des réunions qui tombent plus à pic que d'autres. Avant de recevoir syndicats, patronat et chômeurs pour évoquer le mouvement des sans-emploi, Lionel Jospin avait besoin de mettre un peu d'ordre au sein même de son gouvernement. Dominique Voynet puis Marie-Georges Buffet s'étaient en effet démarqués de Martine Aubry en prenant publiquement fait et cause pour les chômeurs, ce qui avait irrité le Premier ministre. Aujourd'hui, la ministre communiste se félicitait du dialogue intragouvernemental. Il y a un gouvernement pluriel et cohérent et des réunions comme ce matin permettent le débat. Pourtant, le Premier ministre n'a pas mâché ses mots en rappelant à son équipe la nécessité d'un fonctionnement collégial et solidaire du gouvernement. Ceci posé, il était temps de débattre de la résolution du conflit. Tout le gouvernement perçoit maintenant la profondeur de l'inquiétude des sans-emploi. Il faut sans tarder y répondre. Depuis cet après-midi, le Premier ministre est en première ligne et tout le gouvernement est derrière lui. Et sur place à Matignon, où les entrevues se poursuivent avec les comités de chômeurs, nous allons trouver Jean-Michel Carpentier. Jean-Michel, bonsoir. Lionel Jospin est monté en première ligne aujourd'hui. Un exercice délicat et presque tardif pour réaffirmer sa méthode de gouvernement.
Oui, ces rencontres décidées à toute vitesse comme un Grenelle de l'urgence marquent pour la première fois une hésitation dans la méthode Jospin. Certains syndicalistes parlent même de défaillance. Il y a 3 semaines, tout le monde, Nicole Notat, Jean-Pierre Chevènement et Martine Aubry, étaient d'accord pour faire évacuer les quelques assédiques occupés, ce à quoi s'était opposé le Premier ministre en raison de la forte symbolique du chômage. Le conflit a donc duré jusqu'à la journée d'action d'hier, plutôt modeste, mais devant le risque d'enlisement, Lionel Jospin est obligé de reprendre les choses en main. Il réprimande les ministres qui ont soutenu le mouvement. Il demande à Martine Aubry de radoucir les propos qu'elle a tenus, ce qu'elle n'a pas forcément apprécié d'ailleurs. Enfin, il devrait annoncer des mesures qu'il espère convaincantes pour les chômeurs et pour les Français. Cet après-midi, il n'a rien dit de ses intentions à ses interlocuteurs, leur rappelant néanmoins les difficultés économiques du moment. Sous-entendu, il ne peut pas y avoir de miracle. On saura demain si cette méthode est la bonne. Et pour l'instant, dans la cour de Matignon arrivent les comités et les associations de chômeurs qui sont juste à côté de moi. Merci Jean-Michel. Effectivement, on les voit arriver sous les yeux des caméras et de la presse. De son côté, plus tôt ce matin, Jacques Chirac recevait les vœux de ce que l'on appelle les forces vives du pays, autrement dit des représentants du monde patronal, syndical, associatif. Il en a profité pour mettre en garde le gouvernement contre le poids excessif du secteur public dans l'économie. Nous écoutons Jacques Chirac. De tous les pays occidentaux, nos concurrents, dans un monde de plus en plus ouvert, nous sommes celui où les créations d'emplois dans le secteur privé ont été les moins nombreuses au cours des 20 dernières années et où l'emploi public a le plus progressé. Un jour ou l'autre vient l'épreuve de vérité. Comment financer à un niveau si élevé le fonctionnement de l'État et des collectivités publiques sans freiner le développement de l'activité et de l'emploi par des prélèvements excessifs? Cette question n'est ni de gauche ni de droite, elle est d'intérêt national et notre pays ne peut pas l'éluder. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier politique, notez enfin cette prise de position de Jean-Louis Debré, le président du groupe RPR à l'Assemblée, qui trouve légitime le mouvement des chômeurs face à ce qu'il appelle l'incapacité du gouvernement à régler les problèmes de la France. Les habitants de la région de Saint-Omer-Capelle, dans le Pas-de-Calais, ont eu pour le moins une nuit agitée. Une mini-tornade s'est abattue sur plusieurs communes, détruisant tout sur son passage. Heureusement, il n'y a eu que 5 blessés, mais 230 maisons ont été endommagées et certaines complètement détruites. Le reportage sur place d'Anne Mourgue et de Patrick Wurstom. La tornade n'a duré que quelques secondes, mais les dégâts sont considérables. Des rafales de vent à plus de 250 km/h. Ce retraité dormait au premier étage, sa maison est une ruine. J'ai 71 ans, puis voyez-vous, j'ai acheté ma maison à la retraite. Presque fini de le payer, voyez-vous, plus rien. Toute la journée, il a nettoyé, enlevé les gravats, mais il a finalement dû se résoudre à partir. Vous avez trouvé un endroit où aller dormir? Chez mon fils. C'est mon fils ce soir, et puis alors, demain ou d'après-demain, on va avoir une maison. Monsieur le maire, il m'a fait avoir de maison, quoi. Une quarantaine de familles ont ainsi été relogées ou hébergées par des proches. Impuissants, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. L'église du village, décapitée, le pylône électrique, à terre. Le garagiste n'a pas eu plus de chance, son atelier est dévasté. À minuit et demi, le temps s'est comme arrêté. J'ai entendu siffler, je croyais que c'était un avion. Puis d'un seul coup, j'ai entendu un gros boom. Bon, je dis, ça y est, l'avion il est tombé sur le garage. La tornade a surpris les habitants en plein sommeil. Le souffle est si violent qu'il emporte les toitures de la moitié du village, renverse même un camion sur l'autoroute, balaie tout sur son passage. En quelques secondes, il n'y a plus rien. Plus de toiture, plus de porte-fenêtres, plus de Velux. Tout est parti en fait. Ça s'est passé les 30 secondes en fait. Moi j'ai vu quelque chose de rouge dans la maison, puis après c'était tout blanc. Un genre de boule, c'est là devant, dans mon carreau. Là devant, là, une boule. Boule de feu? Une boule de feu. Toute la journée, juchés sur les toits, pompiers, habitants, secouristes tentent de reconstruire à la hâte une toiture, rétablir l'électricité, effacer les traces de la catastrophe. On va remettre tout ça, puis ce soir on aura fini, on va passer une bonne nuit, parce que la nuit dernière on n'a pas arrivé à dormir. Il est pour le moment encore impossible de déterminer avec précision le montant des dégâts.
Mais ce coup de vent ne devrait pas être classé catastrophe naturelle. Ce type de tornade ne rentre en effet pas dans cette catégorie. Et c'est donc maintenant vers leurs assureurs que les personnes sinistrées vont devoir se tourner pour espérer obtenir une indemnisation. Et cette tornade a ensuite traversé la Manche pour dévaster la ville de Selsey au sud-est de l'Angleterre. Les vents tourbillonnants là aussi ont atteint 160 km/h, emportant les toits des maisons, faisant exploser les fenêtres et entraînant l'évacuation de centaines d'habitants. Ce genre de tornade est un phénomène assez rare en France, surtout en cette saison. Il serait dû notamment à l'instabilité de l'air actuellement et à la température de la mer qui est très supérieure à la normale. Les explications de José Blanc-Lapierre et Luc Bachofen. L'eau de mer aspirée par le ciel, c'est la tornade, filmée ici par un amateur au sud de l'Angleterre. À l'origine, un énorme nuage d'orage formé au-dessus de la mer. Alimentée par une eau chaude, une gigantesque chaudière monte au ciel en tourbillonnant. Quand elle s'abat sur la côte, la tornade meurt. Mais sur quelques kilomètres, son passage est dévastateur. La trompe d'eau se forme la nuit dernière à 22 h au large de Brighton. À minuit, elle touche les côtes françaises, mais sa puissance échappe aux prévisions. Les radars montraient bien des pluies, donc des averses, mais cela ne dit pas que sous cette averse, les vents sont tourbillonnants et donc provoquent des tornades. Donc en fait, on constate le phénomène, mais on a énormément de mal à le prévoir. La responsable, c'est la douceur installée sur l'Europe depuis Noël. Moins 10 à Paris l'année dernière à cette époque, plus 10 cette année. Une anomalie climatique qui se répercute sur la mer et la réchauffe de façon exceptionnelle, plus 2 degrés par rapport à la normale. Largement suffisant pour provoquer le phénomène de la trompe d'eau. Un mécanisme qui puise justement son énergie dans une eau plutôt chaude. La France subit environ 2 tornades chaque année. L'une des plus violentes date de 1967. À l'époque, la vallée de la Seine avait été ravagée. Il y a 2 ans, disparaissait François Mitterrand. Jacques Chirac a fait déposer une gerbe ce matin sur sa tombe à Jarnac. Lionel Jospin a fait de même et François Hollande, pour le PS, a souligné ce que collectivement les socialistes lui devaient. Dans la matinée, une vingtaine de membres de la famille de François Mitterrand, dont sa veuve Danielle, son fils Jean-Christophe et sa fille Mazarine, se sont également recueillis sur la tombe de l'ancien chef de l'État. Mais 2 ans après sa disparition à Jarnac, où il est enterré, le souvenir de l'ancien président de la République s'est quelque peu estompé. Il y a moins de curieux, moins de touristes. François Privat et Bernard Michaud. La Charente, que François Mitterrand aimait considérer comme un fleuve. Jarnac célèbre l'enfant du pays avec discrétion dans le plus pur esprit charentais. Désormais, la ville natale de l'ancien président de la République vit dans le souvenir tranquille. Ah bah oui, maintenant il y a moins de monde. Hein. Ça fait comme ça à faire 3 ans qu'il est mort. 2 ans, 3 ans. 3 ans. Hein 2 ans. 2 ans. Ouais, bah, au bout d'un an, ça se tasse, quoi. Et avec le temps, les touristes ont déserté les allées du cimetière des Grands Maisons. Quelques souvenirs du plus mauvais goût ont pu choquer, mais aujourd'hui, ce magasin est définitivement fermé. Jarnac n'est pas le Colombé du socialisme. On l'avait annoncé dès le départ, on ne voulait pas que ce soit Tontonland, ça n'est pas Tontonland. Et au niveau fréquentation, est-ce que cela a baissé sensiblement? On a eu une première année assez exceptionnelle, je veux dire que c'était même difficilement supportable par certains moments, et ça a baissé de 50%, ce qui me semble tout à fait dans l'ordre des choses. Sur la sépulture de François Mitterrand, aucun signe distinctif. Seulement quelques roses pour le symbole. Il y avait déjà longtemps qu'on voulait venir, on n'était jamais venu. Aujourd'hui, on avait décidé qu'on viendrait aujourd'hui. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus intime de venir aujourd'hui qu'il y a personne. On est beaucoup plus tranquille d'ailleurs, on est beaucoup plus, il y a moins de monde, oui c'est vrai. Pas de plaque commémorative non plus sur la façade de la maison natale de François Mitterrand. Un buste au détour d'une rue, et l'un des quais de la ville porte également le nom de l'ancien président. Je pense qu'il est bon que la mémoire reste, mais il n'est pas sain qu'il y ait un culte de la personnalité. Et pour marquer le 2e anniversaire de la mort de François Mitterrand, l'exposition sur les grands travaux a été offerte à la ville de Jarnac. Elle vient d'être installée dans un ancien chai à Cognac, à quelques mètres de la Charente. Quel est le rôle du lycée? Comment doit-on y enseigner? C'est l'objet du questionnaire distribué à partir d'aujourd'hui à tous les lycéens et leurs enseignants de France. Une vaste consultation à l'initiative de Claude Allègre qui se terminera par un colloque en avril prochain en vue de la grande réforme des lycées. Nathalie Moisan et Jean-Louis Boussert. Mais je sais pas, il est trop compliqué. Il est trop compliqué. C'est comme tu disais, ouais, c'est des questions. Moi, ça, c'est des questions pour les adultes. Parce que là, c'est des questions qui sont trop vagues, donc les réponses, elles sont vagues aussi.
Donc ça sert à rien qu'ils fassent ça, quoi. Ces lycéens sont les premiers à découvrir le questionnaire envoyé par l'Éducation nationale à chacun d'entre eux. Et même s'ils apprécient d'être consultés, leur jugement est critique. Un débat de plus sur l'école ne changera pas leur avenir. On remarque qu'à notre époque, c'est plus trop ça. On remarque que le petit problème, c'est qu'à notre époque, on peut faire bac plus 2, bac plus 5, on peut avoir des diplômes, on peut avoir des connaissances, on n'est pas forcément pris dans une société. Pour votre insertion professionnelle, j'écris je vois pas parce que vraiment je vois pas ce que ça peut m'apporter pour mon insertion professionnelle. Qu'est-ce qui vous paraît inutile et que vous apprenez au lycée? Qu'est-ce qui vous ennuie? Des questions qui portent essentiellement sur les programmes. L'objectif est d'associer les élèves à la réforme des lycées voulue par le ministre. Je pense que si on impliquait davantage les jeunes dans les décisions qui les concernent, il y aurait moins de gestes de révolte par rapport à ça. Les jeunes, mais aussi les professeurs et l'ensemble des établissements, 3 questionnaires différents vont être distribués. En tout, près de 4 millions d'exemplaires. Les syndicats d'enseignants, pourtant, sont très réservés. Nous voulons que des garanties soient données pour le dépouillement de cette consultation et nous espérons bien que ce ne sera pas une consultation alibi pour des options déjà prises et non mises sur la table. Pour les enseignants comme pour les lycéens, les réticences portent sur l'avenir du questionnaire. Tous espèrent qu'il ne restera pas sans suite. Les bons résultats de la SNCF, ses pertes cette année ont été inférieures à 1 milliard de francs. C'est ce qu'a indiqué Louis Gallois, le président de l'entreprise, en s'en félicitant. Tous les trafics de la SNCF sont en progression, marchandises et passagers. Il faut dire aussi que la réforme de la SNCF y est pour beaucoup, avec un désendettement massif de 134 milliards voté par le Parlement en février dernier et un coup de pouce supplémentaire de l'État de 28 milliards ces derniers jours. Une centaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne s'en sont pris à des sacs de maïs transgéniques. La scène s'est déroulée à Nérac, en Lot-et-Garonne. Une dizaine de ces sacs suspects ont été éventrés par ces agriculteurs en colère qui protestent contre l'arrivée de ce maïs en France, importé qui le sont par une société suisse. Il y a eu donc des échauffourées avec les forces de l'ordre. Un colloque sur les allergies se tient actuellement à Paris et nous fait découvrir un certain nombre de causes nouvelles. On connaissait les tristement célèbres acariens qui se développent dans nos matelas et oreillers. On apprend aujourd'hui qu'une alimentation trop variée des enfants dès leur très jeune âge peut être cause d'allergie. Françoise Vallée et Bernard Ronflet. Dans la famille Martiano, tout le monde est allergique. Un peu d'eczéma, un peu d'asthme, mais rien de très grave. Sauf pour Victor. À 4 mois, il a eu un eczéma sévère, de graves problèmes de peau qui ont duré plus de 2 ans. Aujourd'hui, il a encore quelques poussées d'eczéma, mais ses parents savent enfin d'où vient le mal. Non. Il est allergique à tous les laits, toutes les viandes, tous les légumes, le blé, les œufs, l'arachide. En résumé, en fait, Victor s'est nourri pendant 2 ans de poulet, uniquement de poulet, et un petit peu de colin, de riz et de pommes de terre. Victor n'a pas suivi de traitement, pas de cortisone, mais un régime alimentaire strict. Son état s'est nettement amélioré, car très souvent chez l'enfant en dessous de 2 ans, l'eczéma que l'on appelle aussi dermatite atopique est lié à l'alimentation. Il a été montré dans certaines études en particulier qu'une diversification précoce avec un certain nombre d'aliments, lorsqu'il y a des antécédents familiaux d'allergie, favorise la survenue d'une dermatite atopique. Et que dans ces conditions, on peut faire une certaine prévention en retardant la diversification alimentaire et en donnant à l'enfant moins d'aliments que lors d'une diversification normale. Malheureusement, on ne pense pas assez à l'allergie alimentaire. Généralement, plusieurs aliments sont en cause, des tests permettent de les identifier. Je crois qu'un enfant qui a une dermatite atopique doit être vu rapidement par un allergologue pour empêcher que cet enfant contracte un asthme 2 ou 3 ans après. Il est donc important d'intervenir le plus tôt possible pour éviter les allergies. Des chercheurs français ont découvert un point clé, non pas du plaisir, mais de la dépendance à la nicotine. Le point en question se trouverait dans le cerveau et sa découverte pourrait déboucher éventuellement sur de nouvelles méthodes de sevrage des fumeurs. Mais le plus intéressant est ailleurs, nous dit Jean-Daniel Flézaquier. Certains dérivés de la nicotine pourraient servir à lutter contre des maladies comme la maladie d'Alzheimer. C'est une souris très spéciale, elle coûte très cher à obtenir. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne coûte rien en cigarette. En effet, génétiquement, elle ne peut présenter aucune dépendance à la nicotine.
C'est grâce à elle que dans ce laboratoire de l'Institut Pasteur, on vient de découvrir l'endroit du cerveau où se trouvent les récepteurs qui provoquent justement la dépendance à la nicotine. La nicotine est une substance qui a des effets néfastes bien connus, notamment sur le cœur, sur les vaisseaux, et elle entraîne chez certains fumeurs une dépendance responsable d'une vraie toxicomanie. Et cette toxicomanie, on sait maintenant l'expliquer. La nicotine vient sur certaines cellules nerveuses, elle provoque la libération d'une substance, la dopamine en grande quantité, et cela entraîne des perturbations dans le cerveau. Connaître ces récepteurs de la dépendance est très important, car les dérivés de la nicotine font l'objet d'un grand intérêt dans la recherche de nouveaux traitements, notamment dans la douleur, mais aussi dans d'autres affections chroniques, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou certaines maladies psychiatriques. Et il faut savoir où faire agir ces produits. L'espoir, c'est d'avoir des molécules qui ne produiront pas de dépendance, mais qui éviteront soigneusement les récepteurs que sur lesquels nous avons travaillé, mais qui seront actifs dans les autres régions du cerveau qui sont responsables de l'analgésie, qui évitent la douleur. Le premier dérivé de la nicotine utilisé dans le traitement des douleurs est expérimentalement 100 fois plus efficace que la morphine. Les études animales ont montré l'absence d'effets secondaires sur la respiration, l'absence de constipation. Elles ont surtout montré qu'il n'y avait pas de dépendance. Les dérivés de la nicotine seront sans doute très utiles. La nicotine et la cigarette qui en contient n'ont que des effets néfastes et c'est déjà bien connu. Les propos de Jean-Marie Le Pen à Munich sur les chambres à gaz, détail de l'histoire selon lui, eh bien ces propos ne lui valent pas seulement des poursuites en Allemagne, il est mis en examen en France par le juge parisien Jean-Paul Vallat pour contestation de crimes contre l'humanité. Sous le même chef d'accusation, le procès de Roger Garaudy s'est ouvert aujourd'hui devant la 17e chambre correctionnelle à Paris. Roger Garaudy y est poursuivi pour ses propos dans son livre intitulé « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Lors de la sortie de ce livre, il avait reçu l'appui controversé de son vieil ami, l'abbé Pierre. Florence Bouquilla et Philippe Jasselin. Roger Garaudy, 84 ans, ancien professeur d'université, ancien député et sénateur communiste, converti à l'islam, auteur de 53 livres dont celui qu'il amène aujourd'hui en correctionnel. Il est accusé de contestation de crimes contre l'humanité pour avoir parlé du mythe des 6 millions de juifs exterminés. Pour les avocats de la partie civile qui représentent la LICRA, le MRAP et les associations de déportés, Roger Garaudy est un écrivain dangereux. Ce n'est pas un révisionniste, c'est pire. C'est un négationniste. Le mot révisionniste ne veut rien dire. Tous les historiens sont révisionnistes. Monsieur Garaudy est strictement un faussaire. La défense, elle, refuse pour l'instant d'entrer dans ce débat et préfère fustiger les atteintes à la liberté d'expression depuis la loi Guesso de 1990. Cette loi ne vise pas ceux qui contesteraient le massacre des Hutus, le massacre des Somaliens, le massacre des Palestiniens, tous les massacres des Arméniens, tous les génocides sont susceptibles d'être discutés. On a le droit de dire que ce sont des détails dans une réalité globalement positive. Seul le jugement de Nuremberg est tabou. Dans le public venu assister à son procès, Roger Garaudy aura trouvé un encombrant soutien, l'historien révisionniste Robert Faurisson. Le judaïsme est une religion que je respecte et le sionisme une politique que je combats, affirme Roger Garaudy à la barre. Et à l'appui de sa bonne foi, il brandit une nouvelle lettre de l'abbé Pierre, lettre écrite en novembre 1997, dans laquelle le fondateur d'Emmaüs lui renouvelle une fois de plus sa confiance. Un suicide collectif a sans doute été évité en Espagne. La police de Santa Cruz de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, a arrêté une trentaine de membres d'une secte, en majorité des Britanniques et des Allemands, qui se préparaient au suicide pour rejoindre une soucoupe volante qui devait passer par là. On ne sait pas pour l'instant si cette secte est une ramification de l'ordre du Temple solaire. Les responsables des polices de 8 pays européens se sont réunis à Rome pour examiner la question kurde. Plus de 1200 immigrés clandestins originaires du Kurdistan sont déjà arrivés en Italie depuis le début de l'année. Il s'agissait pour ces responsables de la police d'examiner les mesures à prendre pour y faire face. Sur place, le reportage de Philippe Rochaud et Jacques Gérard. Les patrons de la police de 7 pays européens et de la Turquie ont d'abord réussi à calmer la polémique dirigée contre l'Italie, accusée de laxisme et de laisser passer les clandestins vers d'autres pays d'Europe. Le directeur de la police nationale française qui participait à cette réunion confirme que la Turquie accepte de freiner l'exode à la source, mais des mesures sont prises pour démanteler les filières clandestines. Les interpellations que nous avons faites récemment, conjointement en France et en Italie, nous ont montré qu'il y avait des filières organisées qui, du reste, se confondent avec des filières de la criminalité organisée. Et nous avons décidé, par conséquent, de mettre l'accent sur le démantèlement de ces filières pour une raison simple, c'est que si ces filières d'immigration n'existent pas,
les flux sont bien évidemment très réduits. Le mouvement de sympathie pour les Kurdes est assez fort en Italie, beaucoup plus que pour les Albanais. Et c'est ce qui inquiète quelque peu les chefs de la police, qui s'attendent à voir les Italiens leur accorder peut-être un peu trop facilement l'asile politique. Et une fois arrivés en Italie, nombre de ces Kurdes tentent de rejoindre l'Allemagne, où ils ont souvent de la famille. C'est pourquoi les autorités allemandes ont renforcé les contrôles, notamment sur le pont de l'Europe, entre Strasbourg et Kiel. Richard Binet et Rémi Poissonnier. Le bus 21. Toutes les 20 minutes, il traverse le Rhin pour relier Strasbourg à sa jumelle allemande, Kiel. Mais sur le pont de l'Europe, la police des frontières est réapparue. Objectif, contrôler le flux de Kurdes qui chaque jour tentent de rejoindre l'Allemagne par la France. Un peu à l'écart, d'autres policiers veillent et contrôlent tous les taxis venant de Strasbourg. Combien avez-vous intercepté de clandestins aujourd'hui? À vrai dire, peu. Mais les semaines passées, nous avons intercepté jusqu'à 30 réfugiés par jour. Et ils étaient kurdes? Oui, tous. À la police des frontières, les fonctionnaires s'excusent presque de ces contrôles. Ils savent que dès qu'un clandestin met un pied sur le sol allemand, il peut y rester, tout au moins temporairement. Nous ne les arrêtons pas. Nous prenons seulement leur identité et s'ils demandent l'asile, nous les orientons vers les services concernés. Autre ville frontière, Saarbrück, à 60 km de Metz. Dans cette église protestante, 45 Kurdes de Turquie ont entamé une grève de la faim. Demandeurs d'asile depuis 2, 3, voire 5 ans, ils ont épuisé tout recours et ont reçu leur avis d'expulsion. Tout mon village a été détruit. Ceux qui sont restés ont pris le maquis, les autres sont partis. Il ne me reste plus rien. Depuis l'entrée de l'Italie dans l'accord de Schengen, le nombre de demandes d'asile en Allemagne a plus que doublé. Côté français, 250 réfugiés kurdes ont été interpellés ces 3 derniers mois. Alors que le journal algérien Le Soir fait à nouveau état de massacre dans l'ouest du pays, une trentaine de personnes y auraient été assassinées. Alger accepte de recevoir une mission de la Troïka européenne, c'est-à-dire des représentants du Luxembourg, de la Grande-Bretagne et de l'Autriche. C'est ce qui a été annoncé à Londres, où Tony Blair recevait Jacques Santer, le président de la Commission européenne. Il semblerait également que le gouvernement algérien, qui refusait jusqu'à présent toute ingérence dans ses affaires intérieures, accepte la venue d'une mission de l'ONU. Après ce journal, l'un des reportages spécial sera consacré à cette question de l'Algérie. Les États-Unis accueillent avec prudence les propos du président iranien à CNN, Mohammad Khatami, qui a fait une offre de dialogue au peuple américain. Mais pour Washington, dont les relations sont toujours rompues avec l'Iran, le dialogue ne peut se faire que d'État à État. Jean-Marc Ilouz. Le turban noir des descendants présumés du prophète, mais pas d'invective ni de grand Satan américain. Hier soir, sur CNN, Mohamed Khatami, le nouveau président modéré de la République islamique d'Iran, a clairement appelé au dialogue, sinon avec le gouvernement des États-Unis, du moins avec, je cite, la grande civilisation américaine. À l'origine de la rupture entre Washington et Téhéran, voilà 17 ans déjà, l'humiliante prise d'otage des diplomates américains. Deuxième surprise, M. Khatami présente ses regrets à la grande colère du puissant clan des religieux. Washington juge aujourd'hui ces déclarations encourageantes, mais sans baisser sa garde. Dialogue oui, mais pour parler terrorisme, armes de destruction massive et paix entre Israël et les Palestiniens. Élu triomphalement à la surprise générale en mai dernier par une majorité de jeunes et de femmes hostiles au conservatisme religieux, Khatami, le mollah réformiste, a donc entrouvert la porte. Bien sûr, une normalisation Iran-États-Unis n'est pas encore au coin de la rue. Ses adversaires restent aussi puissants au Congrès de Washington qu'au Parlement de Téhéran. Mais le dégel a commencé. Le sport maintenant et la sévérité de la Fédération française de football contre les joueurs convaincus de dopage. 3 footballeurs français, dont Vincent Guérin du Paris Saint-Germain, sont condamnés à 12 mois de suspension, dont 6 mois fermes. Ils avaient été contrôlés positifs à la nandrolone, un anabolisant, une sanction qu'ils ne comprennent pas dans la mesure où l'attitude de la Fédération n'a pas toujours été la même. Yann Lavoie. Lorsque la colère est trop forte, certains, comme Antoine Sibierski, se replient sur eux-mêmes en silence. Alors que d'autres contre-attaquent. Je sais pas, au ministère, je renvoie là, un petit peu la balle. Ils ont une fédération de judo qui laisse 4 mois à Bourras pour se défendre et une fédération de football qui sanctionne tout azimut. Je crois qu'il n'y a pas trop de cohérence, donc il faudrait un peu rétablir
les valeurs et savoir qui c'est qui décide un petit peu à ce niveau. Les 3 joueurs lourdement sanctionnés aujourd'hui ne comprennent pas le volte-face de la commission présidée par le docteur Oduro. Elle avait décidé il y a un mois de surseoir à statuer sur le cas de Cyril Pouget et admis des doutes scientifiques à propos des cas positifs à la nandrolone. Un doute en tout cas acceptable sur une éventualité de production endogène de nandrolone par certains organismes humains. Et c'est un doute. C'est vrai que c'est difficile de sanctionner dans le doute, bien sûr. Un mois plus tard, le docteur Oduro n'a apparemment plus de doute. Les 3 joueurs pensent qu'il a subi de fortes pressions venant du ministère de la Jeunesse et des Sports et que leur sort était scellé d'avance. Il n'y avait aucune chance, cette décision a été prise en 10 minutes, je crois que les dés étaient pipés d'avance et donc à partir de là, je crois que pour eux, ils ont des certitudes de notre dopage, malgré tous les arguments scientifiques qu'on a pu développer cet après-midi et toutes les questions qui n'ont pas été levées. Pour eux, on est coupable à 100% et bon, c'est bien ce qui est dommage. Comme Sibierski et Harry Badger, Vincent Guérin va faire appel et se battre contre cette sanction qui risque de marquer la fin de sa carrière. Et en football, un démenti de l'OM à Marseille. A priori, Fabrizio Ravanelli resterait à l'OM. Il ne passerait pas à Milan. C'est ce qu'affirme Roland Courbis, l'entraîneur marseillais. Toujours à propos de dopage, cette surprise des autorités australiennes à l'arrivée des nageuses chinoises pour les championnats du monde de natation. Dans les bagages de la spécialiste de la brasse, ils ont découvert des hormones de croissance. François Brabant. À ma gauche, la délégation chinoise de natation, enfin l'un de ses membres, énervé. À ma droite, la presse australienne, enfin l'un de ses photographes, très remonté. À force de se chercher depuis une semaine, ils ont fini par se trouver ce matin à l'aéroport de Sydney. Motif, les douanes viennent de découvrir dans les bagages de l'une des nageuses 13 flacons suspects. Sur chaque flacon, une étiquette, sur chaque étiquette, un nom, somatotrophine, une hormone de croissance. C'est utilisé pour traiter les personnes qui ont un problème de croissance, pour favoriser aussi la croissance corporelle. Ça peut être aussi pris en remplacement de stéroïdes anabolisants. D'après les membres de l'équipe chinoise, dans ces flacons, il n'y aurait que du sucre de tortue. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi marquer lisiblement le nom d'un produit interdit sur un flacon, produit qui, d'après l'ancien champion américain Mark Spitz, doit être pris bien avant la période de compétition pour faire son effet. Les produits, eux, ne seront analysés que demain, mais la presse australienne, elle, a déjà condamné les Chinois depuis plusieurs jours. Il faut dire qu'au dernier championnat du monde à Rome en 1994, les Chinois avaient flambé, puis intrigué, enlevant 19 médailles dont 12 d'or. Un mois plus tard, 7 d'entre eux étaient positifs. Un entraîneur australien a d'ores et déjà demandé à ses athlètes de tourner le dos aux Chinois s'ils se trouvaient sur un même podium mondial cette semaine, et leur tourner le dos, franchement, ça ne passerait pas inaperçu. Les mésaventures de la flamme olympique qui a commencé sa tournée à travers le Japon pour les Jeux olympiques d'hiver à Nagano. Compte tenu des conditions météo, vous le voyez, elle s'est éteinte à 4 reprises. Heureusement, une flamme témoin en quelque sorte suivait juste derrière. On a donc pu la rallumer à chaque fois. Voilà, je vous rappelle les principaux titres de ce journal, avec d'abord la journée de Lionel Jospin à Matignon, réunion du gouvernement le matin, des syndicats l'après-midi et en ce moment des comités de chômeurs. Lionel Jospin devrait s'exprimer demain sur ses propositions. Une mini-tornade s'abat en pleine nuit sur la région de Saint-Omer-Capelle dans le Pas-de-Calais. 5 personnes sont blessées, 230 maisons endommagées, dont certaines sont complètement détruites. Dans un instant, les prévisions météo de Sophie Davant, ensuite le point route de Valérie Maurice. À 20h50, le magazine de la rédaction, envoyé spécial, avec, je vous le disais, un reportage consacré à la situation en Algérie. Et demain, à 20h, vous retrouverez ici même Béatrice Schoenberg. Bonne soirée sur France 2. Premier numéro de